Voilà, je vous propose de commencer notre audition. Je vous remercie de vous être rendus disponibles les uns et les autres pour participer à cette nouvelle audition de notre commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Nous vous recevons aujourd'hui, donc vous êtes les représentants des trois organismes, la Fédération française du bâtiment, qui est représentée par son vice-président, M. Franck Perrault, également président du Conseil des professions de la Fédération française du bâtiment, mais également vous êtes accompagné de M. Éric Durand, qui est directeur des affaires techniques, Fédération française du bâtiment. Constituée de fédérations territoriales et de chambres syndicales, la Fédération française du bâtiment défend 50 000 entreprises adhérentes, dont 70% sont des entreprises artisanales, qui représentent les 2/3 de la production annuelle du secteur. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, est représentée ici même par M. Jean-Christophe Repon, son président, et par M. Henri Alna Dufrété, qui est donc secrétaire général. La CAPEB est une organisation patronale représentant l'ensemble du secteur du bâtiment, mais défend particulièrement les intérêts des TPE et des PME. Elle fait partie des 4 confédérations composantes de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP. Enfin, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est représenté par son président, M. Christophe Carèche. Institué en 2015, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est actuellement placé sous l'autorité du ministre de la Ville et du Logement. Il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable. Messieurs, dans vos différentes fonctions que je viens de rappeler, vous intervenez aussi bien sur des sujets concernant des constructions neuves que des interventions de rénovation énergétique. Bien que la construction neuve ne soit pas dans le champ de notre commission d'enquête, il est important de noter qu'à long terme, elle joue un rôle très important dans la performance énergétique globale des bâtiments et dans l'atteinte des objectifs de neutralité en 2050. Par ailleurs, que ce soit en termes de technologie, de matériaux, de filières, de formation et d'entreprise, les deux sujets sont intimement liés. Beaucoup d'entreprises font les deux. Je voudrais aussi souligner que pour répondre aux besoins de logement, la construction neuve conserve toute sa place à côté de la rénovation. À ce titre, il nous serait utile d'avoir votre retour d'expérience sur la mise en œuvre progressive de la RE 2020 et votre position sur les discussions en cours à Bruxelles sur la future directive sur la performance énergétique des bâtiments. Concernant la rénovation énergétique, qui est le cœur du sujet de notre commission d'enquête, qui naturellement nous mobilise pour l'essentiel, nous aimerions connaître votre position sur les dispositifs d'incitation mis en place par la puissance publique, MaPrimeRénov', les C2E, mais aussi les dispositifs d'accompagnement, France Rénov', Mon Accompagnateur Rénov'. Quel a été l'impact de cette politique, tant en termes d'offres que de demandes sur le secteur du bâtiment? Enfin, nous avons conscience que la mise en place d'une nouvelle réglementation et l'atteinte d'objectifs de rénovation globale nécessitent une formation du secteur. Quels besoins identifiez-vous? Comment transformer la contrainte et l'objectif de décarbonation et de sobriété énergétique en opportunités économiques et industrielles pour la filière du bâtiment et pour l'emploi? Voilà, avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu.
Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». On commence peut-être par vous, Monsieur le Président Repon, et puis à tour de rôle. Eh bien, je vous en remercie. Donc, je vous laisse la parole. Je ne sais pas comment vous souhaitez vous la distribuer. Et puis ensuite, notre rapporteur vous posera un certain nombre de questions complémentaires à celles que je viens de vous poser dans mon propos introductif. Et nos collègues qui sont membres de la commission permanente pourront également, bien sûr, vous poser les questions qu'elles souhaitent, puisque ce sont des dames qui sont présentes dans cette salle pour les membres de la commission. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez commencer par la Fédération du bâtiment, Monsieur Carèche? Allez, Monsieur Carèche. Monsieur le Président Carèche. Merci. Ouais, merci. Écoutez, peut-être un mot peut-être d'introduction sur l'ensemble du dispositif qui est mis en œuvre aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique. Puisque, en réalité, depuis quelques années, 2 ans et demi, 3 ans, il y a eu une activité réglementaire très intense autour de cette question, que ce soit dans le domaine de la construction. Vous avez évidemment cité l'Aéro 2020, qui sera la réglementation, qui est d'ores et déjà d'ailleurs la réglementation structurante en matière de construction. J'ajouterais la REP déchets, même si elle n'est pas totalement dans notre scope en termes énergétiques, mais elle aura un impact très important aussi sur le secteur, plus d'autres réglementations. Mais c'est les deux principales à mon sens. Dans la rénovation énergétique, de la même manière, il y a eu aussi une activité réglementaire très importante avec le fait de bâtir en fait une architecture pour la rénovation énergétique, avec évidemment au premier plan le DPE, mais aussi les accompagnateurs, enfin l'ensemble du dispositif, MaPrimeRénov', vous l'avez cité, qui a été mis en place. Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est que ce socle réglementaire a été mis en place, encore une fois, à travers une activité réglementaire très, très intense. Nous avons donné au CSC2E, je crois, plus d'une trentaine d'avis chaque année, ces dernières années. Donc, c'est tout à fait considérable. Avec un petit paradoxe d'ailleurs, puisque nous sommes censés être garants de la simplification énergétique. Et peut-être qu'on n'a jamais connu autant d'une activité réglementaire aussi élevée. Bon, ce qui n'est pas toujours facile, évidemment, pour les organisations. Donc, vraiment, dans un minimum, dans un temps extrêmement contraint, quand même, ce socle réglementaire a quand même été mis en place avec des débats très importants. Je veux d'ailleurs, au passage, saluer le travail qui a été fait par les fonctionnaires, notamment de la DHUP, qui est vraiment tout à fait remarquable. Ça n'empêche pas qu'il y a encore aussi un certain nombre, évidemment, de réserves que le CSC2E a exprimées sur un certain nombre de ces dispositifs. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le socle réglementaire, il est là. Maintenant, le sujet, c'est vraiment la mise en œuvre et l'application. Et donc là, avec toute une série, évidemment, d'inquiétudes, d'interrogations que les organisations exprimeront beaucoup mieux que moi. Mais je crois vraiment que maintenant... l'étape qui est devant nous, devant les pouvoirs publics, c'est vraiment de faire en sorte que ce dispositif réglementaire, qui selon moi est assez performant, puisse être mis en œuvre. La Fédération française du bâtiment. Oui, merci. Donc, concernant les réglementations sur la construction neuve, le grand changement était bien sûr la RE 2020, puisque c'est la première fois qu'on parlait de carbone dans l'acte de construire. Jusqu'à maintenant, c'était uniquement la réglementation thermique. Et donc c'est quelque chose de nouveau que l'on a assez vite assimilé. Et avec cette RE 2020, où on voit naître maintenant des produits biosourcés de plus en plus présents,
et je dirais une montée en compétence de nos entreprises sur le suivi, sur la gestion des interfaces, sur ces nouveaux matériaux et surtout comment apprendre à travailler ensemble. Donc ça, je crois que ça a été vraiment la grande révolution sur le neuf. Ce qu'on peut dire, ce qui est très important, ce qu'on n'en peut-être parle pas assez, c'est que lorsque la RE 2020 a été mis en place, on a normalement tous les 3 ans une clause de revoyure pour voir justement si on est capable d'atteindre les objectifs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Concernant maintenant sur la rénovation énergétique, donc toutes les différentes mesures dont vous avez parlé, MaPrimeRénov', les C2E, etc., c'était avant tout pour, je dirais, pour massifier la rénovation énergétique, mais surtout à destination des passoires thermiques. Hein. Tout ce qui a été fait, c'était vraiment pour les passoires thermiques. Voilà, donc on voit qu'il y a eu plus... Alors on est au rendez-vous, on se rend compte quand même qu'on n'est pas à la hauteur de ce que l'on entend, hein, puisqu'on parlait de 700 000 rénovations lourdes, on va dire. On est plutôt aux alentours de 70 000. Voilà, donc ça c'est un constat. On en reparlera, je pense, après, mais c'est le premier constat. Et puis le deuxième, c'est qu'on voit bien qu'on a eu au départ le CITE, ensuite MaPrimeRénov', et donc là, elle est vraiment axée sur les ménages les plus modestes, voire modestes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu changé, parce que dans le cas de la CITE, c'était plutôt des foyers aisés qui connaissaient bien les fiscalisations, donc il y a eu quelques changements. Et puis ce qu'on peut constater également pour nos entreprises du bâtiment, c'est qu'il y a eu un petit peu également des différences, il y a eu des coups de pouce assez forts. Je parle par exemple de l'isolation des combles, voilà. Donc il y a eu un peu des choses qui ont été poussées de manière très forte. Le CITE pour les fenêtres également, ensuite on est un petit peu revenu dessus. Donc c'est vrai que pour nos entreprises de bâtiment, on aimerait bien avoir une vision assez claire de ces aides et encourager nos entreprises. Et puis ensuite, je pense qu'on parlera, ce qui a été également très, très important pour nous, c'est nos entreprises qui ont dû suivre des formations pour être RGE. Et puis après, je pense qu'on en reparlera plus précisément après sur ce RGE, avec quels sont les contrôles, comment ça se met en place, et puis ce dont on parle beaucoup, et qui est important pour nous sur l'infrastructure du bâtiment, c'est la naissance d'éco-délinquants et l'arrivée d'acteurs qui ne sont pas forcément des entreprises de bâtiment. Voilà, à ce premier stade, le premier constat sur ces nouvelles réglementations. Merci. Monsieur le Président de la CAPEB. Pour la CAPEB, donc l'artisanat du bâtiment, et exclusivement, quasi, je dirais, l'artisanat du bâtiment et ses 62 000 adhérents. Juste un signal qui était envoyé au niveau des particuliers sur les dispositifs MaPrimeRénov' et qui sont pour nous importants. Mais là, on rejoint la Fédération française du bâtiment, mais le CITE permettait aussi d'amener d'autres ménages dans la démarche, dans la défiscalisation, et qui, pour le coup, a joué un peu un effet contrasté, puisque avant la hausse de l'énergie, il n'y avait pas encore eu cette vision d'économie d'énergie pure que la hausse de l'énergie a amené à la réflexion des ménages. Tout ce qui est sorti de la RE 2020 est plutôt positif, mais il n'empêche qu'on parlait de simplification, ce n'est pas le cas. Et on a plutôt complexifié la chose, même dans des buts plutôt louables. Si on y rajoute en plus la décarbonation, qui est encore un nouveau sujet qu'il faut aussi traiter, on a rajouté des strates assez importantes qui font que le coût du chantier a augmenté, et on a de cesse actuellement d'entendre dans les médias la crise du logement, mais pour partie, la hausse de l'énergie, la hausse des matériaux depuis plus d'un an, avec plus de 26% d'augmentation des coûts des matériaux, fait que la contrainte supplémentaire qui est louable et qui est sur la transition énergétique fait qu'on a une facture globale, je dirais, qu'on n'a pas à juger, mais qui fait qu'il a augmenté et qui sûrement amène les particuliers et les ménages à revoir leur investissement. Et c'est ça que je pense, le frein à l'investissement, le frein au crédit qui est le plus prégnant dans toutes ces démarches-là. Nous, bien évidemment, qu'on ne peut que louer l'effort qui a été fait dans le bâtiment sur une vision de transition énergétique, et il faut qu'on y participe fortement, avec beaucoup d'innovation et beaucoup de prise en charge, mais il fait que la facture pour le client final n'a cessé d'augmenter depuis plus de 2 ans, et c'est sûrement un effet boomerang qu'on a actuellement quand on parle de la crise du logement au quotidien. Après, on reviendra, si vous voulez bien, sur MaPrimeRénov' et les points d'évolution ou de simplification définitive qu'il nous faudrait pour que ça soit une réussite, puisque pour nous, on ne juge pas cela comme une réussite. Il faudrait déjà plus de moyens pour pouvoir la dynamiser encore un peu plus, mais il faudrait aussi simplifier définitivement le marché pour pouvoir avoir
plus d'entreprises qui rentrent dans la démarche. Alors, on va tout de suite passer la parole à monsieur le rapporteur, et puis après, on pourra revenir sur certains points, et je reviendrai également. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Merci déjà pour vos premières explications. Peut-être des questions d'ordre général. Enfin, vous savez que vous avez parlé de la RE 2020, qui est effectivement on va dire un changement quand même assez important depuis la RT 2012, qui a à la fois modifié la manière d'appréhender à la fois la construction. Vous avez parlé des matériaux biosourcés, mais du coup qui est axé sur le neuf. Et c'est vrai que Madame la Présidente a rappelé que notre commission, on était vraiment sur la rénovation. Mais du coup, je voulais peut-être savoir justement comment en fait cette orientation donnée par la RE 2020 a peut-être permis aussi de modifier à la fois certaines pratiques en termes de formation, d'adaptation à certains matériaux, et comment cette adaptation-là, on peut la retrouver aussi sur des chantiers de rénovation, puisqu'on se pose aussi ces questions-là en termes de rénovation. On parlait tout à l'heure, mais je fais le lien aussi notamment sur le confort thermique d'été, où c'est quelque chose sur lequel on réfléchit aussi, et on s'aperçoit qu'en fait, pour l'instant, c'est quelque chose qui est peu pris en compte, en tout cas sur les chantiers de rénovation, en tout cas sur les analyses et sur notamment le DPE par exemple, qui n'en tient pas ou quasi pas compte, on va dire. Et c'est vrai que lié notamment à ces matériaux biosourcés, etc., on sait que ça peut être des éléments qui sont assez importants. Donc peut-être avoir votre réflexion justement comment, et puis derrière ça aussi la question des filières qui peuvent se mettre en place, et en gros savoir aussi comment vous pouvez être en capacité, parce que ça c'est aussi des questions qu'on se pose, à la fois d'intégrer ces nouvelles filières, ces nouveaux types de matériaux, et puis aussi en termes d'absorption aussi d'un marché assez conséquent, puisque vous l'avez dit, si on veut faire 700 000 rénovations globales par an, et qu'en tout cas c'est un objectif, c'est très bien de se donner ces objectifs-là. Il y a la question financière, puis après il y a la question de savoir comment on le fait, quoi, et comment on peut le réaliser techniquement, à la fois en termes de main-d'œuvre, en termes techniques, etc. Donc, voir comment justement vous voyez cette projection, parce que c'est vrai que ça nous pose aussi des questions sur la montée en charge aussi des dispositifs, en fait, pour pouvoir absorber ces chantiers. Peut-être aussi une question sur le dispositif. Bon, vous en avez un petit peu parlé, mon accompagnateur Rénov'. Comment, en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui débute, comment, en fait, quel œil vous le voyez et comment vous pensez qu'il peut venir s'intégrer, donc, on va dire, dans la chaîne à la fois de préconisation et puis le lien avec vous. Et puis, c'est vrai qu'on a parlé aussi d'un dispositif, mon accompagnateur pro à destination des petites entreprises qui serait un petit peu le pendant et qui pourrait permettre justement de faire ce lien avec des petites entreprises et d'assister ces artisans et ces petites entreprises à pouvoir suivre justement des chantiers de rénovation. Donc voilà, avoir un peu votre avis là-dessus, sachant que c'est vrai aussi que dans les différentes auditions qu'on a fait, notamment sur la qualification et sur le RGE, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a, alors après, suivant qui on interroge, mais qu'en tout cas, on a quand même beaucoup d'entreprises qui se détournent du RGE, et des entreprises souvent qui sont plutôt compétentes et qui font des travaux parce qu'elles ont déjà leur réseau et qu'en gros, elles n'y voient pas l'intérêt. Et donc aussi, comment vous voyez aussi cette qualification RGE, derrière après savoir est-ce que par exemple on pourrait imaginer c'est vrai qu'on donne ce RGE à des entreprises, mais c'est qu'on pourrait se dire qu'on pourrait avoir une formation à la base beaucoup plus importante et qui suffirait, c'est ce qui existe dans d'autres pays. Voilà, comment vous voyez ça et de quel œil vous pouvez voir ça, et comment en fait on fait en sorte aussi que des entreprises qui sont plutôt qualifiées, plutôt compétentes, répondent peut-être encore plus justement à ce type de chantier, notamment le chantier de rénovation. Voilà pour une première série de questions. Moi, je me permettrai juste si vous pouvez nous dire à peu près ce que représente le marché de la rénovation dans vos secteurs d'activité par rapport à celui de la construction, et est-ce qu'aujourd'hui c'est un marché que vous avez vu en forte progression ou pas? Donc voilà. Alors, Monsieur le Président Carrèche, vous vouliez prendre la parole. Un mot sur la RE 2020, parce que je pense que c'est une réglementation, c'est plus qu'une évolution, hein, c'est pas loin d'être une révolution.
Alors, ceci dit, elle se fera en 10 ans, hein, puisque vous l'avez dit, c'est une réglementation évolutive, d'ailleurs intéressante sur ce plan-là, puisqu'il y aura plusieurs seuils. Le prochain seuil, c'est 2025. Le seuil 2022 a surtout impacté la construction de la maison individuelle, assez peu le collectif. Le seuil 2025 va commencer à impacter fortement la construction dans le collectif, 2028 et 2031. Donc la fin de la RE20, enfin la fin, la réglementation définitive, c'est 2031. C'est une réglementation très exigeante, notamment parce que ça a été dit, elle intègre la dimension carbone. Jusqu'à présent, la RT 2012 ne mesurait que la performance énergétique. On a introduit la dimension carbone à tous les stades de l'évolution du bâtiment, c'est-à-dire du stade de la construction jusqu'à sa fin de vie, c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Et ça veut dire qu'on intègre le stade de la construction. Les émissions carbone d'un bâtiment, c'est 50%, au moins 50% au stade de la construction. Donc c'est ça le point très, très novateur de cette réglementation, puisqu'avant, on n'intégrait pas du tout cette dimension. Et on l'intègre avec une méthodologie, j'insiste là-dessus, parce qu'elle a donné lieu à beaucoup de débats, qui s'appelle l'ACV dynamique, qui est une particularité française. Les Français font pas les choses comme les autres. Mais en l'occurrence, je pense que c'est plutôt pas mal, mais ça a été très, très contesté aussi. L'ACV dynamique, ça signifie que dans le calcul de l'analyse du cycle de vie, on va privilégier les matériaux qui émettent leur carbone en fin de vie par rapport aux matériaux qui émettent leur carbone en début de vie. Donc pour parler très clairement, la RE 2020, elle favorise de manière très très claire les matériaux biosourcés et le bois. Puisque le bois émettra son carbone lorsqu'il sera détruit, lorsqu'il sera brûlé à la fin de son utilisation. Alors que le béton ou l'acier vont émettre évidemment leur carbone au moment de la conception, avec évidemment une dépense d'énergie très importante. Donc sur ce plan-là, c'est très clair. Ça veut dire qu'en 2031, il n'y aura plus une maison, aujourd'hui en France, qui sera construite en béton. Enfin, les maisons seront construites en bois ou en matériaux biosourcés. Ça peut être de la pierre, hein, par ailleurs, hein, ça peut être autre chose, du béton de chanvre, etc., etc. Si on suit la trajectoire, j'y reviendrai, actuelle. Ça veut dire aussi que dans le collectif, aujourd'hui, le bois représente environ 7%. On va passer à 40, 50, voire plus. Un promoteur qui était en train de réaliser un immeuble RE 2020 2031, donc il y a déjà des promoteurs qui regardent cela, me disait qu'à moins de 80% de bois et de matériaux biosourcés, le bâtiment ne passait pas les seuils. Donc c'est pour vous donner quand même l'importance considérable, l'évolution considérable de cette affaire. Ce que je constate aujourd'hui, puisqu'elle est quand même en vigueur depuis 2022, elle s'appelle RE 2020, mais il y a eu 2 ans de retard, c'est la RE 2022 en réalité, c'est que les permis sont déposés. Moi, dans mon activité professionnelle annexe, je constate qu'on voit commencer à apparaître quand même des RE 2020 2025, et pas de manière, comment dirais-je, un peu à mon étonnement d'ailleurs, mais de manière assez courante. C'est pas totalement exceptionnel, ça l'est encore, mais c'est pas totalement exceptionnel. Donc le premier constat est plutôt celui d'une appropriation assez positive par la filière. Alors, ça a été dit, le CLC2E est chargé justement du suivi de la RE 2020. Nous avons des rendez-vous avec l'État avant le passage aux différentes étapes. Donc, premier rendez-vous pour 2025. La DHUP est en train d'ailleurs de se mettre en disposition pour recueillir tout un ensemble de données, et sur la base des données, nous verrons comment il faut faire évoluer la RE 2020 à chacun des stades. J'insiste, à la baisse ou à la hausse. Hein, donc voilà. Mais honnêtement, là, pour le moment, moi, j'ai plutôt le sentiment que les choses sont en train de se mettre en place. Sur le plan économique, on avait eu, j'insiste là-dessus, oui, il y a un surcoût. La DHUP l'avait évalué à 4%, disons d'emblée,
et à 10% à la fin de la mise en œuvre. L'Intec, qui représente les économistes de la construction, qui est une organisation qui est membre du C2E, vient de sortir une étude sur l'Aéro 2020 qui est plus optimiste, puisque cette étude montre que l'impact pourrait être varié de moins 4% à 0%, c'est-à-dire qu'elle considère qu'en 2031, l'appropriation par le secteur aurait permis d'être flat, si j'ose dire, par rapport au coût de construction. Voilà. Je cite l'étude de l'Intec. Elle m'a moi-même étonné, mais bon, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, si j'ose dire, sur le marché. Il y en aura peut-être d'autres, et peut-être que dans le cadre de la DHUP, effectivement, on verra s'il faut trouver... Enfin, on verra, la DHUP verra, parce que moi, je ne m'occupe pas de la DHUP, mais la DHUP, on demandera à la DHUP plutôt d'avoir évidemment des éléments économiques qui permettent d'avancer là-dessus. Et j'ajoute une chose, c'est qu'elle est territorialisée, comme le DPE. Vous avez raison, et ça c'est très important. Il y a 8 secteurs géographiques pour l'Aéro 2020, et il y en a 8 aussi pour le DPE. Il faut bien comprendre qu'une partie quand même du travail qui a été fait sur l'Aéro 2020 s'est retrouvé dans le DPE, notamment toute la dimension carbone. C'est la même méthodologie aussi de calcul, enfin je ne vais pas entrer dans le détail, mais en fait c'est quand même des réglementations qui sont assez voisines. Bon. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de confort d'été dans le DPE. Il y en a dans l'Aéro 2020, d'ailleurs assez intéressant. Mais il y a quand même la prise en compte géographique, climatique. Et en fait, ce n'est pas une réglementation, c'est 8 réglementations qu'on a, hein, qui varient assez sensiblement. Oui, pardon. Oui, donc, il y a eu pas mal de questions. Je vais essayer dans l'ordre, peut-être tout d'abord pour répondre à vos demandes concernant la quote-part de la rénovation énergétique dans les métiers du bâtiment aujourd'hui. Donc en 2022, la part de segment de la rénovation énergétique, donc tout type de bâtiment confondu, dans le bâtiment ressort à 14%, soit 23,5 milliards d'euros. Ça, c'est nos comptes de production FFB, donc c'est à peu près le pourcentage. Si on restreint au seul logement, la part se réduit à 10% seulement du total du bâtiment. Donc ça représente 10% de notre activité. Et toujours en 2022, l'activité de rénovation énergétique a progressé de 1,9% en volume, simplement, donc plus 1,8% pour le logement et plus 2,4% pour le non-résidentiel. Voilà déjà les constats pour bien replacer le débat en termes de chiffres. Et ce qu'on peut dire malheureusement, c'est que sur les premiers trimestres 2023 par rapport au premier trimestre 2022, on a une hausse simplement de 1,3%, 1,6% pour le logement et moins 0,5% pour le non-résidentiel. Voilà pour replacer un petit peu le contexte au niveau des chiffres. Ensuite, vous avez parlé, je prends pour les différents points que M. le rapporteur a abordé. Donc le confort d'été, certes, il est pris en compte dans l'Aéro 2020, donc ce qui est plutôt une bonne chose, ça va arriver. Il l'est moins dans la rénovation, simplement parce qu'il y a encore quelques... Voilà, aujourd'hui, pour qu'il soit pris en compte en rénovation, il faut par exemple qu'il y ait une climatisation déjà. Donc je pense qu'il y a des curseurs à remettre, mais c'est une vraie solution sur laquelle on doit travailler, parce que le confort d'été est quelque chose... Il y a eu des expérimentations qui étaient faites notamment dans des écoles, avec du passif et du salaire qui montrent vraiment des différences importantes. Donc autant il a été pris en compte pour le neuf, autant sur la rénovation, je pense qu'il faut qu'il soit plus prise en compte. Ensuite, sur la question du RGE et votre interrogation, que l'on entend beaucoup, est-ce que les entreprises du bâtiment sont prêtes à répondre à ce nouveau marché? Je dirais oui, et d'autant plus avec ce que vous avez dit, Madame la sénatrice, en introduction, avec la crise du logement qui nous attend, qui est déjà là. Nous, on estime qu'on va perdre 100 000 emplois dans les 2 ans qui viennent. Donc, de toute façon, on voit très bien, on est sur moins 35%, moins 40% de déclaration de permis de construire. Comme l'a dit le président Repon, les particuliers n'ont plus les moyens de contractualiser des prêts. Hein. C'est vrai qu'on est revenu sur de l'inflation qu'on n'avait pas beaucoup connue. On a, vous savez, la haute augmentation, stabilité financière, qui limite les taux à 35% d'endettement et non pas le reste à vivre, et puis sur une durée de 25 ans. Donc, je dirais tout est là, plus leur enrichissement. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, M. Carrèche, mais si l'ONTEC le dit, on va vérifier. Pour nous, l'Aéro 2020 a vraiment monté le coût de la construction. Alors peut-être ça n'a pas été pris en compte. On a beaucoup parlé de l'envolée des prix des matériaux ces derniers mois. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu
certes la scène internationale avec des pénuries qui sont là, mais il faut également bien être conscient que nos industriels se sont engagés de manière massive sur la décarbonisation de leur industrie. Et ça, globalement, on paye ce qui va arriver, et donc c'est retraduit dans le coût des matériaux aujourd'hui. C'est pour ça également que, pour répondre à M. Carrèche, je ne pense pas qu'on aura 40 à 50%, mais ça, on pourra en discuter, 40-50% de construction en bois à horizon 2030, parce qu'il y a des progrès très forts qui sont faits en ce moment. Le béton, on parle de béton vert. L'acier, on est en train de parler de décarbonation. Donc voilà, donc les industriels ne sont pas restés ici. Ce matin, on était donc au lancement du grand plan de rénovation des écoles, et où également on nous a cité des vitrages avec zéro émission, des isolants, etc. Donc les industriels sont en train de faire des progrès considérables, et donc ça renchérit le coût, et ce qui fait également qu'à notre avis, ça sera le bon matériau au bon endroit, et je pense qu'il faut bien que ce soit comme ça qu'on doit le faire. Ce qui n'empêche que cette Europe 2020 nous a permis, et nous sommes actifs en tant que président du Conseil des professions, il faut vraiment que nos entreprises du bâtiment travaillent moins en silo, qu'on apprenne à travailler avec des supports bois, avec différents supports, et ça c'est quelque chose qui est très important, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Voilà, je ne vais pas être très long. Ensuite, vous allez parler de mon accompagnateur rénovation. Nous, on regrette qu'on n'ait pas laissé le choix aux entreprises du bâtiment de pouvoir accomplir cette mission, parce que simplement, je pense qu'on connaît très bien, et mieux quiconque peut-être, ce qu'il faut faire, etc., bon, dont acte. Il n'en demeure pas moins qu'on est inquiet sur la capacité à avoir un nombre de rénovateurs énergétiques suffisant, et surtout qu'il y ait une vision globale du geste effectué. Donc ça, on regardera une fois que c'est parti. Et concernant la même chose pour les pros, voilà, je pense que voilà, quand on fait une rénovation, par exemple avec un architecte et autres, je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de remettre des couches supplémentaires qui peuvent coûter de l'argent, alors que globalement, ça se fait globalement bien. Voilà. Et sur l'autre question concernant Alors oui, je voulais dire également, pour reprendre sur l'ARE 2020, c'est vrai que pour nous, c'était un séisme assez fort, hein, ce qu'on est passé, je vous ai dit, de 2012. On a eu le plus C-, hein, sur lequel on a travaillé en expérimentation donc, qui n'intégrait pas cette méthode dynamique dont M. Carrèche a parlé. Mais pour nous, on commençait à s'habituer avec des expérimentations, et du jour au lendemain, c'est vrai qu'on a une nouvelle réglementation, et donc il faut le temps qu'on l'assimile. Mais je dirais, c'est chose faite, hein, je dirais, dans nos entreprises de bâtiment, de plus en plus, on est habitué maintenant à avoir des fiches FDES, à avoir le bilan carbone de nos constructions. Beaucoup d'entreprises également du bâtiment font leur propre bilan carbone. Donc voilà, je dirais que tout ça est en train d'être intégré. Et concernant le RGE, mais je pense qu'on en reparlera après, pour nous, le principal problème au RGE, c'est vraiment comment lutter de manière efficiente contre la fraude au RGE, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de malfaçons, mais globalement, elles ne sont pas faites par nos entreprises vertueuses. Elles sont plutôt faites par des entreprises qui viennent dans le bâtiment. Vous l'avez rappelé, par rapport à d'autres pays, n'importe qui peut demain faire du bâtiment. On a encore eu aujourd'hui quelqu'un qui se met massivement sur l'innovation énergétique, qui faisait avant du lavage automobile et qui va de manière importante sur ce marché-là, avec des nouveaux acteurs, hein, puisque c'est plutôt... Il y a de l'argent public, donc c'est plutôt des gens qui vont sur du marketing direct, etc. Donc ce que nos entreprises ne savent pas vraiment faire, aller vendre leurs compétences. Et puis pour terminer, donc voilà, un rappel quand même, il y a une petite baisse de RGE, mais je pense qu'elle est liée plutôt, comme je disais en introduction, sur les coups de pouce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les gens qui faisaient des combles étaient RGE, les menuiseries étaient RGE, et quand il y a des coups de pouce où on met plus d'argent ou moins d'argent sur des RGE, forcément, on a certaines entreprises qui partent du RGE simplement parce que le marché n'est pas là. Mais encore une fois, il y a quand même plus de 500 000 aujourd'hui salariés dans les entreprises RGE. Et avec ce qu'on nous annonce, comme vous l'avez dit, on est tous en train d'orienter, de conseiller nos entreprises à regarder de près la rénovation. Donc je ne suis pas trop inquiet. On entend beaucoup dire ça. Nous, on pense plutôt, s'il y a des fonds et si le marché est là, on pourra répondre plutôt que dire le marché n'est pas là parce que vous n'êtes pas au rendez-vous. Voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu rapidement. Eric, si tu veux rajouter quelque chose? Oui, sur le fait qu'il y ait moins de RGE, c'est aussi dû au fait que les aides ont été vraiment aménagées sur les ménages modestes et très modestes. Mais si on regarde les chiffres en province, un couple avec deux personnes, ou un foyer avec 2 personnes, il n'est plus modeste à partir de 31 000 €. Et à partir de 43 000 €, il est aisé.
Donc c'est pas Bernard Arnault non plus. Donc c'est pour ça que beaucoup de ménages ont été exclus et qu'on a beaucoup d'entreprises qui travaillaient avec ce type de ménage qui n'ont plus besoin du RGE quand il n'y avait plus les aides. Oui. Pour compléter, et sur nos volumes, vous parliez tout à l'heure, vous nous demandiez notre volume en rénovation, mais pas que transition énergétique, rénovation tout court. Voilà. Pour nous, en bâtiment, en entreprise artisanale du bâtiment, nous sommes à peu près entre 60 et 70% dans la rénovation. D'ailleurs, nous vous invitons le 24 mai au Salon du Monde, où on fait justement un événement à ce sujet, avec la présence de M. Klein, sur comment les artisans vont relever le défi de la transition énergétique. Donc on est sur le sujet et on est au cœur du sujet. Juste redire aussi que le RGE, comme il a été conçu, avec sa qualification et sa capacité à chaque entreprise d'avoir une qualification RGE, ne fait pas la qualification de tous les salariés, et ça c'est un différent qu'on a un peu avec la Fédération française du bâtiment, puisque une entreprise de 3 salariés, une entreprise de 10 salariés, ou une entreprise de 5000 salariés a une qualification RGE. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, parce qu'on est RGE sur un collectif de 550 000 compétences dans les entreprises, sur des entreprises toutes qualifiées où toutes les compétences sont formées au moins. Et ça nous pose problème, et ça fait une concurrence déloyale sur une TPE qui a la même contrainte qu'une entreprise de 100 personnes. Mais c'est pour ça que nous, on fera des propositions pour ne pas enlever de la qualité au travail, bien au contraire, mais être capable d'auditer en fin de chantier et de pouvoir vérifier que le travail est bien à la hauteur de ce qui était demandé, puisque il faut quand même se rappeler que sur la formation, et ce qui est proposé dans la réglementation thermique, c'est quand même que les règles de l'art, en fait, quels que soient les produits que l'on va poser, qu'ils évoluent, qu'ils n'évoluent pas, c'est la règle de l'art qui sera adéquate pour pouvoir être performante. Et donc, c'est vrai, c'est plutôt les interfaces entre les métiers et comment on évite des incompétences ou des dysfonctionnements entre les métiers, que la mise en application des règles de l'art qui sont maintenant déjà intégrées dans les diplômes de formation initiale, les CAP, les BP, les bacs pro, etc., comprennent la formation dite transition énergétique. Ce qui veut dire que quand on rénove, et quand on rénove un bâtiment, on isole, on ventile, on regarde la production d'énergie, mais on ne fait pas un EPR. Il n'empêche que l'impact de la RE 2020 et le fait qu'elle a aussi une prégnance sur la rénovation, on voit bien qu'il risque d'arriver que le gaz soit totalement défendu, même dans la rénovation demain. Alors que là, le bilan thermique, il est plutôt défavorable au gaz, mais il n'empêche qu'on pousserait au-delà de cette compétence RE 2020 la réalité économique de la rénovation. Et ça pose un problème, parce que la réalité du quotidien et d'un immeuble, s'il y a une chaudière qui doit être changée, le changement par une pompe à chaleur, comme elle est favorisée actuellement, elle me paraît totalement inopportun par rapport au confort d'hiver, d'été, ok, mais surtout par rapport au bilan carbone. Donc on aura des difficultés, et il faut, je pense, remettre un peu de bon sens. C'est pour ça que quand on parlait de la RE 2020, il n'y a pas de problème sur la RE 2020, elle est plutôt de la valeur, mais il faut qu'on ait quand même aussi un recul et sur la formation de nos collaborateurs, de nos compétences, parce qu'on ne fait pas d'un chauffagiste demain un climaticien dans la seconde qui suit. Et pour vous dire le nombre de compétences qu'on évalue, nous, il y a une étude de la DARES qui donnait la création de 200 000 compétences et emplois pour relever le défi de la transition énergétique. Et nous CAPEB, qui sommes spécifiquement sur la rénovation, on table sur ce potentiel-là, et on travaille beaucoup, notamment sur l'apprentissage. Et nous avons à ce jour, en 2018, nous avions 40 000 apprentis dans le réseau de l'apprentissage. Maintenant, on a 100 000 apprentis. Ça veut dire aussi qu'il y a un temps de formation, un temps de compétences, et aussi, je pense, un temps d'attractivité de nos métiers, puisque maintenant, nos métiers ne sont pas que des bâtisseurs, ils sont aussi bâtisseurs et sauveurs de planète. Donc, on peut parler à la génération Z pour qu'ils rejoignent le débat de la transition énergétique et rejoindre, alors pour ma part, l'activité de l'artisanat du bâtiment, une entreprise à taille humaine. Et donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas que ces entreprises à taille humaine soient exclues du marché. Et ce qui se passe sur le RGE actuellement est plutôt dans ce sens-là. Et donc nous, on est plutôt sur valoriser la compétence à la fin du chantier, et prouver le fait que le chantier est bien adéquat avec les attendus, que mettre une qualification ou une formation préalable qui vous permette d'accéder à.
Et on s'aperçoit que ce n'est pas positif. Vous avez devant vous 560 000 entreprises potentielles qui peuvent relever le défi de la transition énergétique, des entreprises inscrites au répertoire des métiers et, de fait, normalement compétentes. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait mettre plus d'argent et plus de sollicitations pour éveiller la transition énergétique des ménages et donc le reste à charge, enfin, en gros, hein, qu'il y ait de moins de reste à charge. Je pense que les entreprises seront présentes pour relever des défis, en même temps qu'il faudra ramener de plus en plus de jeunes vers nos métiers, leur montrer qu'ils sont innovants, qu'ils sont biosourcés, mais pas que, et qu'ils peuvent répondre à la transition énergétique, donc à sauver sa planète. Donc avoir un modèle économique propre à l'artisan et à l'entreprise, mais également sauver la planète. Le dispositif Mon accompagnateur rénove. Alors, l'accompagnateur des pros, je vais laisser Henri, il aime bien ce sujet qui est touchy pour nous, parce qu'il nous paraît à travers deux sujets qui peuvent être demain très vite impactés. Donc Sur le France Rénov et les accompagnateurs Rénov, il y a, de notre point de vue, sans doute 3 points de vigilance. Le premier point de vigilance, on commence juste le début de l'application, et de facto, les ex-réseaux de l'ADEME et de l'ANA sont encore bien différents, pour ne pas dire totalement distincts encore. Et donc, si on veut que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait une mise en cohérence, une uniformisation des différentes missions. Le deuxième point de vigilance concerne la mission même de l'accompagnateur Rénov. Il doit être efficace sur toute la partie d'accompagnement des particuliers, de recherche de financement, d'explication, etc. Mais, et ça a été dit tout à l'heure, ne pas aller sur le champ de la préconisation, de la conception, voire même du suivi de chantier, parce que ça ne sera pas évidemment dans son domaine de compétences. Et puis le troisième point de vigilance, c'est que le dispositif va, dans une certaine mesure, déléguer des missions à des opérateurs privés. Il faut être particulièrement vigilant, et notamment, on n'avait pas réussi à l'obtenir au moment où il y a eu des discussions. Il est envisagé de pouvoir déléguer à des délégataires, notamment de C2E, et on considère que de ce point de vue, il y a vraiment un risque d'absence de neutralité sur qui réalisera derrière et quels seront les choix technologiques proposés aux particuliers. Le dispositif d'accompagnateur Rénov, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est à peu près le symétrique, en quelque sorte. Ça part d'une idée simple, c'est que, on l'a dit un petit peu, les règles changent de manière continue. Le dispositif MaPrimeRénov, RGE, C2E, c'est extrêmement compliqué. On a rajouté des couches d'exigences les unes à la suite des autres, en général pour vouloir lutter contre la fraude, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, ce n'est pas en rajoutant encore des exigences qu'on arrivera à lutter contre la fraude efficacement, il faut le faire d'une autre manière. Et c'est la proposition que faisait le président en disant, finalement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on regarde systématiquement, ou très souvent, en fin de chantier, en abandonnant toutes ces exigences d'ordre administratif. L'accompagnateur des pros, c'est aider les entreprises de petite taille qui font 1 ou 2 chantiers par an, non pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais parce que le marché n'en demande pas plus, à les aider à monter un dossier, à répondre aux exigences administratives, à respecter les timings qui sont demandés, de pouvoir fonctionner du côté de MaPrimeRénov, des certificats d'économie d'énergie, toute cette partie qui est extrêmement compliquée pour une entreprise alors qu'elle est compétente dans son métier. Donc c'était ça ce qu'on essaye de faire, et on souhaiterait que ça puisse se généraliser assez vite parce que c'est le moyen pour nous d'augmenter le nombre d'entreprises RGE. 96% des entreprises du secteur du bâtiment ont moins de 10 salariés. Donc on peut dire que 96% des entreprises ne comprennent pas le dispositif, ont du mal avec le dispositif, du fait de ces exigences qu'on a empilées les unes à la suite des autres, et qui, encore une fois, ne servent pas l'objectif qu'on s'est donné, puisque vous l'avez dit à juste titre, on continue à avoir des opportunistes, des entreprises qui viennent sur le marché. Dès qu'il y a un coup de pouce, on voit arriver des entreprises qui font de l'isolation à 1 euro, puis après elles se mettent à la PAC à 1 euro, et puis aujourd'hui elles se mettent sur la rénovation globale à 1 euro, poêle à bois. La fraude, une des fraudes, ou une partie de la fraude de l'ANA, c'est les poêles à bois dans les immeubles haussmanniens à Paris. C'est comme ça qu'ils se sont aperçus. Alors pourquoi ? Parce que c'est là où le niveau d'aide était le plus important. Donc le fraudeur, il s'est dit, je vais créer des faux chantiers avec des faux appartements. Voilà. Donc, et pourtant, on a des exigences qui sont extrêmement fortes et qui,
bloque les initiatives des entreprises vertueuses, le fraudeur, il arrive toujours à s'adapter. Excusez-moi, oui, juste pour compléter les propos de Christophe Repos, ce que je rejoins, c'est qu'aujourd'hui, je crois que vous avez reçu les organismes de qualification. Aujourd'hui, dans un dossier RGE, on doit mettre 5 chantiers. Donc c'est complètement aberrant qu'une entreprise, par rapport au nombre de chantiers qu'elle réalise, elle doit être, le nombre de chantiers contrôlés doivent être par rapport au nombre de chantiers que réalise l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, une entreprise peut contractualiser avec une aide MaPrimeRénov' sans être RGE. Donc ça, c'est quand même complètement fou aujourd'hui. Il suffit d'avoir des sous-traitants derrière. Et les entreprises dont on parlait, elles n'ont pas besoin d'être RGE pour aller contractualiser et pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Donc voilà, c'était pour abonder un peu sur ces propos. Et en tous les cas, il faut voilà. Et c'est pour ça, malheureusement, et bien sûr, il faut également qu'il y ait des contrôles aléatoires. Il ne faut pas que ce soit les cinq chantiers sur des centaines de réalisés qui sont exemplaires. Il faut vraiment qu'on puisse se doter de moyens et d'aller faire des contrôles aléatoires. Et pour ça, on en reparlera après. Il faut vraiment qu'il y ait un rapprochement des fichiers de manière à aller voir des chantiers complètement aléatoires. Voilà, c'était juste un complément par rapport au propos. Juste aussi pour compléter, pour bien que vous preniez conscience pour la sécurité électrique qui existe en France, pour avoir accès à de l'électricité à un point de livraison. Il existe le Consuel. Vous n'avez pas besoin d'être qualifié pour faire une installation. Consuel, si demain, moi, j'en fais qu'une par an, il viendra me vérifier. Si j'en fais 12 par an, il viendra aléatoirement et il livre 250 000 points de livraison par an. Sur un système d'audit a posteriori, sans qualification. Et on le fait pour la sécurité. Donc, c'est pour la sécurité individuelle de chaque personne. Et on le fait aussi pour le gaz. Mais pour l'argent public, pour éviter la fraude, on fait bien pire, qui n'empêche pas la fraude. Donc on sort des entreprises qui pourraient répondre à la commande. Ça nous paraît de bon sens. Juste une précision par rapport à ce que vous dites, et peut-être du coup plutôt pour la CAPEB, mais ce que vous préconisez vraiment, en fait, c'est l'abandon du RGE, enfin en tout cas d'une labellisation, et plutôt d'aller vers un contrôle en fin de chantier, quoi, et de se dire, à partir du moment où on a une entreprise qui réalise les travaux, ce qui compte, c'est qu'on arrive au résultat. Et voilà, c'est ça, enfin, c'est ce que vous dites. Je crois qu'on peut faire les deux. Je veux dire qu'une entreprise qui a envie d'être dans le marché du RGE et qui a envie de démontrer à son client qu'il a voué un avantage qu'il a déjà réfléchi et qu'il fait de son métier du RGE. Je pense que ces gens-là, il faut les garder avec une qualification. Par contre, le coup par coup, le chantier qui n'est fait qu'une fois sur une chaudière, parce que je ne vais pas faire 10 chaudières à granulés, mais que je peux faire en compétence, il ne faut pas l'interdire. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense qu'il faut continuer à garder, on a je crois une 60aine entreprises de RGE actuellement. Il y a de moins en moins chaque année, mais on a quand même 60 000. Donc il faut quand même peut-être ces gens-là qui ont décidé depuis le début de passer des formations avec FIBAT, etc. Et après, on pourrait se servir en plus de l'argent des C2E pour faire ces audits. L'argent des C2E pourrait permettre à prendre une partie de l'audit en charge, parce qu'il faudrait quand même des auditeurs de qualité pour pouvoir relever le défi. Et du coup, peut-être une question complémentaire, du coup, sur je réfléchis en même temps sur le RGE. Pour vous, dans son application, est-ce que ça a vraiment fait monter en capacité en termes de qualité, en tout cas, les entreprises? Enfin, est-ce que vous pensez que les entreprises qui sont rentrées dans ce cycle-là, du coup, sont montées en compétences, quoi, en gros? Elles ont eu au moins déjà l'effort de se former sur les formations dites FIBAT. Il y en a eu, je ne sais plus le nombre en tête, mais 200 000, 300 000 formations FIBAT, je crois. 300 000 formations FIBAT, ce qui veut dire que l'entreprise qui était compétente dans son métier, elle a fait l'effort de regarder les efforts qu'elle devait faire en montée en compétences pour travailler sur la transition énergétique. Donc je trouve que c'est plutôt très louable. Et puis de toute façon, d'avoir un focus, d'avoir un phare allumé là-dessus, c'est toujours intéressant. Et nous, c'est pour ça qu'on porte à nos adhérents toute la démarche là-dessus. Mais pour le moment, ils nous disent qu'il y a trop de contraintes, pas assez de chantiers, et en plus des difficultés de paiement avec l'ANA. Donc vous comprendrez qu'avec une activité qui était correcte l'année dernière, les artisans nous disent, vous savez, nous on fait le travail, on n'est pas dans le spectre RGE, mais on a quand même changé la chaudière.
sans qu'elles apparaissent dans les travaux en cours. Donc moi, ça ne m'a pas empêché de le faire, puisque la cliente n'était pas dans les bas niveaux de revenus, enfin les premiers niveaux de revenus, elle n'avait pas d'aide, donc du coup, on a pas mal d'actes, alors le geste, hein, qui ne sont pas sur de rénovation globale, mais ça c'est la réalité aussi de nos chantiers, qui n'apparaissent pas dans l'effort qui est fait par des particuliers. Ce qui a contribué à monter aussi en compétences, c'est des programmes dont on parle sans doute assez peu, mais le programme RAGE, le programme PAC, le programme Profil, qui ont contribué à réécrire une partie des règles de l'art, de faire des recommandations, des checklists, des points de contrôle pour les entreprises. Ces éléments-là sont de plus en plus utilisés et contribuent évidemment à mieux travailler et à mieux travailler ensemble. Et en fait des autodiagnostics à la fin du chantier pour savoir si la performance est bien atteinte, et c'est des travaux qui sont faits avec Profil qui sont très intéressants pour monter en compétence pour nos artisans. Et c'est, à mon sens, la bonne démarche. Peut-être un argument supplémentaire. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avec la refonte du RGE, lorsqu'on a un audit sur chantier, lorsqu'on a un écart, on est plus, enfin, les organisations sont plus dans un rôle d'accompagnateur pour éviter de les refaire, etc. Donc je pense que quand même ces audits ont du bon, parce qu'on ne voit pas vraiment comme une sanction, mais voilà, sur tel et tel chantier, il y a des écarts, on a des écarts qui peuvent être mineurs. Donc ça me paraît égal. Ils ont également un rôle pédagogique qui est reconnu, que l'on n'avait pas au préalable. Et puis moi, je réinsiste, on n'est pas vraiment d'accord, mais étant donné que ce que je disais en préalable, que n'importe quelle entreprise aujourd'hui a accès, peut être boîte de bâtiment sans aucune formation, je pense que c'est quand même par les qualifications qu'on peut avoir un minimum de formation et reconnaître la compétence de l'entreprise, même si je rejoins tous les efforts que l'on a fait avec les formations, les FIBAT, les programmes RAGE et tous les guides que nos unions de métiers font, de manière à ce que les entreprises aient une espèce de checklist et des contrôles. Et puis les remontées également des qualifications, ça permet également aux entreprises d'avoir des points de vigilance. Ce que nous devions demander aussi, il y a quelques années, ça n'a pas encore été mis en place, c'est que pour les audits, ils ne soient pas faits sur la base des chantiers déclarés par les entreprises, mais sur la base des retours de chantier qu'on avait par l'ANA ou par les obligés. Ça avait été discuté avec les pouvoirs publics, ce n'est toujours pas mis en place, mais c'est quelque chose qui nous semble vraiment important. Un rapprochement des C2E et RGE, parce qu'on a des audits différenciés selon qu'on soit... Et on a créé un produit à côté, Profil, qui fait un audit encore différent, enfin, qui réunit les deux. Donc on a quand même... Et on a aussi, je pense, la nécessité, ça fait longtemps qu'on nous le dit, il y a eu un rapport qui a été fait en ce sens par la DETP, de simplification et de rapprochement des signes. Et c'est ce que Depuis nous ont 2 dit ans. les organismes de qualification Il est posé quelque entre part. la prime Rénov', les C2E, RGE, qu'il y ait quelque part un label commun ou... Avec le souhait aussi de s'assurer de qui fait bien le chantier. Oui. Parce qu'il y a la personne qui traite le marché qui n'est pas forcément RGE, on faut bien vérifier que celui qui le fait à la fin est bien RGE. Alors, on parle beaucoup là, entre la rénovation par geste et bien sûr les rénovations globales performantes, même si on est tous bien évidemment convaincus, et en tout cas qu'il faut aller vers plus des rénovations globales performantes, mais pour autant, vous considérez aussi que cette rénovation par geste, elle a le mérite quand même de pouvoir faire en sorte que on s'approprie et qu'on commence à... Après, c'est pas toujours évident d'arriver à porter jusqu'au bout une rénovation globale performante, mais cette rénovation par geste, il faut quand même aujourd'hui encore la maintenir. Nous, enfin, il a été souvent... Et on ne peut pas opposer les deux, puisque Oui. bien évidemment qu'une rénovation globale, elle est plus vertueuse et elle marche à tous les coups. Donc on ne peut pas être contre, et puis on serait un peu stupide, nous artisans, que de vous dire que plus de travail ne nous plairait pas. Donc c'est pas le but. Donc, mais la réalité du chantier, en fait, la réalité de votre quotidien, en fait, de vous particulier, c'est que si on doit vous rénover un site habité, et jamais vous rentrez dans la démarche. Alors que nous, on préfère avoir des vrais diagnostics de base qui fassent un audit d'état initial permettant d'arriver à un global en faisant tous les gestes qu'il faut, et vous donner la capacité de dire peut-être cette année je fais ce geste-là, dans 2 ans j'en ferai un autre,
dans 3 ans encore un autre, et puis dans 5 ans, je serai arrivé au niveau B qui fait que mon habitation, mon logement me permet d'être valorisé. Il y a ça qui nous paraît important, et donc ce parcours de rénovation qui nous paraît essentiel, mais qu'il faut écrire. Il faut bien avoir un état initial, factuel, en disant, je sais qu'il me faudra tant de gestes pour y arriver, pour améliorer au moins de 30-40%, ce qui était l'objectif des passoires thermiques. Mais il faudra aussi, inévitablement, que le secteur bancaire, avec l'État, j'imagine, parce que sans l'État, ça me paraît impossible, vienne proposer un produit financier intéressant. Je prends souvent comme exemple le modèle automobile, mais le secteur automobile a créé des parties financières qui peuvent permettre en 3 clics d'acheter la voiture hybride ou pas hybride, de sortir du garage en 3 clics avec... ça prend 2 secondes. Si vous voulez rénover, vous, sur une rénovation dite globale chez vous, je vous conseille de prendre du temps pour aller voir votre banquier et arriver à avoir un prêt à 50-60 000 euros pour valoriser votre maison, alors que le véhicule, quand il est sorti du concessionnaire, a déjà perdu 30%. Normalement, votre logement devrait, lui, au contraire, prendre de la plus-value à la revente. Donc, il y a 2 éléments forts qu'il ne faut pas opposer, le global au geste, parce que souvent, le premier geste de la rénovation, c'est la panne. Quand on fait face à une panne, on change l'objet qui est foutu par un objet qui est vertueux et qui commence le premier geste. Et de ce fait, vous pouvez rencontrer et dire, si demain vous ventilez, si demain vous isolez, peut-être vous gagnerez les 30-40% qu'il vous faut pour la performance énergétique. Et votre avis sur le pré-avance mutation ? Je voulais revenir sur la rénovation performante, parce que c'est quand même un sujet, je pense, assez central. L'objectif, quand même, c'est d'être BBC, de porter le parc immobilier français, d'ailleurs résidentiel et tertiaire. Ne pas oublier le tertiaire. Il y a eu le décret tertiaire, il y a eu toute une série aussi d'initiatives qui ont été prises. Il y a la RE 2020 tertiaire. C'est de le porter au niveau BBC en 2050. Bon. Comment y parvenir ? Je pense que, d'abord, pour le Conseil, l'idée, quand on a délibéré de ces questions, l'idée de maintenir une rénovation par geste a été évidemment adoptée. Maintenant, ce qui est important, à mon avis, c'est que cela s'insère dans un parcours qui permette, à terme, d'atteindre l'objectif BBC en 2050. Et donc, le sujet, me semble-t-il, c'est pas d'opposer rénovation performante et rénovation par geste, mais d'avoir une vision quand même globale de la rénovation, j'allais dire, dès le départ. Et c'est là, il y a le dispositif accompagnateur, etc. Je pense qu'il y a un gros travail là, pour pas que de l'argent, à la fois public et privé, soit perdu, parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de rénovations par geste ne permettront jamais d'arriver à une rénovation performante. Donc le sujet, il est vraiment d'essayer de profiler les choses de telle sorte qu'on arrive quand même à tenir cet objectif. Cet objectif, j'attire votre attention là-dessus, il est extrêmement ambitieux, puisqu'il reviendrait à rénover sur le plan énergétique 20 millions de logements privés. C'est ça l'objectif. 20 millions de logements privés à rénover. Le raisonnement que je tiens, c'est un raisonnement qui a été tenu par le CGEDD. Ça veut dire 11 millions de maisons individuelles, rénovation performante sur 11 millions de maisons individuelles, disons à 50 000 euros. 50 000 euros en moyenne, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, ça fait 550 milliards. Vous ajoutez 9 millions de logements collectifs à 20 000 euros, donc là non plus, c'est pas beaucoup, ça fait 180 milliards. Donc le coût total, c'est 730 milliards, c'est-à-dire 27 milliards par an jusqu'en 2050, 20 milliards par an jusqu'en 2060, 15 milliards par an jusqu'en 2070. Donc ça vous donne, je pense, l'importance de l'effort si on se tient, encore une fois, à l'objectif qui est dans la SNBC aujourd'hui, qui sera, j'imagine, confirmé d'ailleurs, puisqu'elle est en révision prochainement. Bon. Donc voilà l'importance de l'effort aussi financier. Voilà, l'État
peut beaucoup de choses, mais est-ce qu'il peut consacrer plus d'1 point de PIB à la rénovation thermique? Je n'en sais rien. Enfin, si, j'ai une petite idée quand même. Donc ça veut dire quand même que, pour parler clairement, il y a aussi un gros travail à faire pour trouver des investissements, pour trouver un modèle économique. Moi, j'insiste là-dessus. C'est pour ça que je vous le dis sincèrement, je suis assez opposé à l'idée de service public. Parce que l'idée de service public, c'est quand même... parce que d'abord, dans le secteur, il y a beaucoup de choses il n'y a pas grand-chose qui est public, à part l'argent. Hein. Le reste, c'est quand même des acteurs privés. C'est pas du tout... c'est parfaitement légitime. Donc, service public, je pense que ça contribue quand même à déresponsabiliser les gens. Et quand on parle de fraude, il y a aussi ça derrière. Hein. C'est parce que la fraude, évidemment, quand vous ne payez pas quelque chose, vous ne regardez pas toujours ce que vous achetez. Hein. Je suis désolé, mais je pourrais prendre le Pinel, hein, c'est exactement la même chose. Bon, je pourrais en parler des heures. Donc voilà, ça déresponsabilise. Bon, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le modèle économique. Modèle économique, vous voyez bien que, enfin, je ne crois pas que l'État, même si l'État peut-être doit augmenter, hein, ça après c'est un débat d'ailleurs qui ne m'appartient pas, mais j'ai vu qu'il y a des amendements qui sont adoptés ici ou là, mais il faut trouver un modèle économique. Et le modèle économique, pour moi, il passe, je vous le dis alors très sincèrement, par un signal prix. Ça veut dire qu'il faut reprendre quand même le sujet de la taxe carbone, d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez avoir des investisseurs qui viennent sur ce secteur, il faut leur dire, ça coûtera tant à tel moment, et là aussi, il faudra qu'on soit capable sinon les investisseurs ne viendront pas. Et les investisseurs particuliers, c'est pareil. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal, même si le coût de l'énergie a beaucoup augmenté. Hein, donc évidemment, les choses changent quand même. Hein. Mais enfin, les investisseurs particuliers ont beaucoup de mal à trouver un retour sur investissement. C'est très très lointain. Donc, quel est l'intérêt de mettre 50 000 euros, 60 000 euros, parce qu'on est plutôt autour de 60 70 000 euros dans une rénovation si vous n'avez que comme satisfaction, excusez-moi, d'agir pour le climat. Bon, ça ne suffira pas. Donc, il faut trouver un modèle économique. Moi, j'en ai l'intime conviction. Ça veut dire qu'il y a des travaux je crois que Pisani-Ferry travaille là-dessus, etc. Mais de ce point de vue-là, moi, je pense qu'il faut reprendre le travail sur la taxe carbone. Je vois très bien les problèmes que ça pose, hein, mais je pense que les pays qui ont réussi peut-être mieux que nous, qui ont anticipé plus fortement ce genre de problématiques, la taxe carbone a été quand même un levier important. Oui, merci. Oui, donc je vous rejoins bien sûr, je trouvais le modèle économique. Je voulais revenir quand même sur la rénovation globale. Donc certes, c'est ce qu'il faut aller vers le BBC, mais faisons attention à ne pas arrêter le geste brutalement, hein, comme dit le président Pont, parce que ça aura deux conséquences. La première, c'est qu'on a une multitude d'entreprises qui vont se retirer du RGE, donc on aura moins de personnes. Je veux également dire qu'une rénovation globale pour un ménage, c'est intrusif. Hein, donc il faut vraiment, et on plaide vraiment pour avoir une espèce de passeport, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de faire une rénovation globale tout de suite, mais des gestes successifs qui vont tendre vers une rénovation globale. Donc je pense que ça, c'est relativement important. Et puis quand même quelques chiffres hein, pour illustrer de ce dont on parle. Par exemple, on a fait 500 simulations à la FFB. L'isolation des murs en un geste fait gagner de l'ordre de 30% hein, de consommation d'énergie. Donc une multitude de gestes, c'est quand même important. C'est 30% juste sur cela. Et puis pareil, le changement, une pompe à chaleur et hybride permettent un gain tout de suite en moyenne de 45% hein, par rapport à une note de chauffage. Donc déjà, rien qu'avec ces monogestes, on sort déjà toutes les passoires F et G. Donc il est important, certes, il faut aller vers une innovation globale, mais il faut vraiment continuer à accompagner. Et certes, il faut aller où vous dites, mais si on avait un frein tout de suite global, d'abord les ménages, comme vous l'avez dit, ne seraient pas financés, on n'a pas le modèle économique, et ça serait dramatique. Pour vous, parce qu'on a vu les évolutions, donc on avait des crédits d'impôt, puis on est passé maintenant aux aides MaPrimeRénov'. Quelle est votre appréciation du sujet par rapport à quand il y avait des crédits d'impôt et maintenant le dispositif MaPrimeRénov'? Je pense un petit peu ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on est passé CITE où étaient plutôt ciblés des ménages non très modestes. Oui.
hein, qui avaient des crédits d'impôt, de la défiscalisation, si on a vu des fenêtres, des choses comme ça, à 100% très modeste et modeste, avec les chiffres dont vous avez rappelé. On pense qu'il y a d'autres solutions qui pourraient être mises en place, par exemple lors d'une revente, d'inciter les gens à faire des travaux. Enfin, il pourrait y avoir d'autres choses. Je pense qu'on est passé de l'un à l'autre, et je pense qu'on pourrait essayer d'avoir des dispositifs ingénieux pour mixer les deux. Et notamment, c'est vrai que lorsqu'il y a des reventes sur les droits de mutation, des choses comme ça, on pourrait inciter les personnes qui achètent à faire des travaux. Je pense que c'est comme dans tout, hein, il faut essayer de faire un bon modèle entre les deux. Alors, est-ce que parmi nos collègues qui assistent à l'audition, il y aurait des interventions? Oui, Sabine Drexler. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais savoir si vous estimez que les spécificités du bâti patrimonial sont suffisamment prises en compte actuellement dans les chantiers de rénovation énergétique, si les techniques d'isolation qui sont utilisées actuellement vous paraissent suffisamment respectueuses des qualités architecturales et notamment des spécificités hygrothermiques de ce type de bâti. Je pense aux maisons à pans de bois, aux maisons en pierre. Et est-ce que vous pensez que les propriétaires et également les artisans sont suffisamment informés des techniques et des matériaux spécifiques à ce type de bâti? Qui veut répondre? Je veux bien répondre sur les artisans, parce qu'après je vais être obligé de vous quitter. C'est pas, Oui, pas que le sujet ne m'intéresse pas, mais je dois écouter l'agenda de Madame la Première ministre. Donc je dois vous quitter. Sur l'artisan, est-ce qu'il est suffisamment qualifié ou pas qualifié sur les nouvelles techniques? Ça, l'artisan, il crée son entreprise avec un diplôme, puis tout au long de sa vie, il continue à se former, je vous garantis, parce qu'avec nos fabricants et industriels, on est tout le temps en formation. Alors, on a un niveau technique de base de qualité, me semble-t-il, et souvent, on n'a pas assez de fierté à le dire, mais je trouve qu'on devrait le dire plus souvent. Et après, on continue tout au long de la vie, puisque vous savez, quand vous avez un CAP, 20 ans après, les techniques de pose et les matériaux évoluent. Ils n'ont cessé d'évoluer. Et donc, on aura du biosourcé. Et chaque fois, c'est notre rôle aussi, en tant qu'organisation patronale, c'est de dire à nos artisans adhérents de continuer à aller voir les formations, les compétences qui évoluent, les méthodes de pose qui continuent à évoluer. Et en fait, si le marché est bien présent, l'artisan se forme sans problème. Si vous voulez le former à un marché qui ne décolle pas, vous avez, je peux vous le dire, en tant que président d'une confédération, vous avez l'artisan qui vient vous le reprocher après, en disant « vous nous avez dit de faire du RGE, vous nous avez dit de nous former, il n'y a pas de marché ». Et on s'est fait beaucoup dans nos assemblées générales, la discussion a été beaucoup là-dessus. On a un camion où il y a 10 autocollants de qualification, ça ne me sert à rien. Donc, par contre, si le marché est bien présent et s'il faut sur le patrimoine arriver à avoir des techniques bien spécifiques, souvent en plus dans des territoires, c'est souvent des territoires, vous avez les artisans du coin qui vont se former à la technique qui va bien aller pour que le client soit satisfait. Parce que l'artisan vertueux, il veut faire 30 ans dans le même endroit. Donc logiquement, la contre-performance est pour lui source de non-travaux dans l'avenir. Sur ce point-là, si je peux rajouter, nos entreprises, elles sont passionnées par la technique. Hein, et donc, elles sont avant tout des entrepreneurs qui sont moyennes. Donc, tout ce qui est nouveau, elles ont envie de se mettre dessus, d'apprendre, etc. Par contre, je rejoins, il faut qu'il y ait un marché en face. C'est ça. Hein, donc, mais si le marché est là, je veux dire, c'est dans nos gènes de savoir ce qui va se passer, quelles sont les évolutions. Et l'organisation professionnelle, on est là pour ça, pour les accompagner. Et je peux vous dire qu'on le fait régulièrement. Moi, dans tous les métiers, on diffuse énormément, on fait des guides, on a des projets recherche et développement sur des nouveaux matériaux. Donc, je veux dire, oui, ils sont présents. Et c'est vrai qu'ils nous reprochent plutôt, quelquefois, de dire, vous nous parlez de ça, vous nous parlez de ça, mais est-ce que le marché est au rendez-vous? Mais je dirais, c'est dans leur gène de comprendre ce qui se fait, c'est vraiment dans leur gène, et de voir un peu les évolutions techniques majeures. Donc, par rapport à d'autres secteurs d'activité, je ne suis pas très inquiet sur ce sujet-là. Sur l'autre question, Eric, tu peux peut-être répondre sur le bâti. Allez-y. Je peux dire un mot sur le patrimoine quand même. Bon, la rénovation énergétique, en général, elle se fait, le plus efficace, c'est de les faire par l'extérieur. Donc, c'est comme ça, en général, que les choses se font. Donc, effectivement, ça suppose un bâti, en général, assez récent quand même.
Et ça ne se fait pas sur le bâti ancien. Sur le bâti ancien, c'est une rénovation par l'intérieur. C'est des choses qu'on sait faire. Donc, c'est possible. Ça coûte plus cher. Je crois aussi qu'on perd un peu en mètres carrés. Et en performance, mais la performance est calibrée. Hein. Elle est moins exigeante. Hein. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une prise en compte dans la réglementation d'une performance moins exigeante que pour le bâti plus récent. Ça me permet de dire un mot sur le DPE quand même, parce que bon, le DPE, d'abord c'est une réglementation, je vous l'ai dit, qui était un petit peu dans la continuité de l'Aéro 2020. Ceci dit, il a été quand même fait très très rapidement, beaucoup plus rapidement que l'Aéro 2020. Puisque l'Aéro 2020, ça a été dit, avait quand même si la méthodologie n'a pas été forcément la même, mais enfin, il y avait eu quand même une phase d'expérimentation de plus de 2 ans avec le dispositif E+C-. Bon, donc là, ça a été très rapide. Peut-être trop, je n'en sais rien, parce qu'il y avait une contrainte de temps, y compris qui était d'ailleurs dans la loi, au passage. C'est-à-dire que c'était la loi qui avait... Bon, donc l'administration l'a accepté. Vous avez vu que ça a donné lieu quand même à des petits problèmes au départ, un petit cafouillage. Aujourd'hui, l'essentiel a été réglé. Néanmoins, et ça je veux quand même le dire ici, parce que c'est ce qui se dit au sein du CSC2E, donc c'est pas moi qui le dis. Néanmoins, on suggère quand même de continuer à travailler sur le plan technique, sur le DPE. Le DPE a quand même, semble-t-il, alors je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas technicien, tout ça est très complexe, mais quand même, par exemple, il pénalise, semble-t-il, de manière un peu excessive les petites surfaces. Pour des raisons que je n'entrerai pas dans le détail, mais bon, donc ça c'est un sujet qui est quand même posé. L'autre problème du DPE, c'est que c'est un DPE par logement. C'est-à-dire c'est un problème aussi qu'on a avec l'Aéro 2020, puisque nous on avait souhaité que l'Aéro 2020 vaille DPE. C'est-à-dire que quand vous avez construit un immeuble Aéro 2020, par exemple 2031, vous puissiez avoir automatiquement un DPE. Ça paraît assez logique. Non, ça n'a pas été possible. Donc il y aura, quand vous aurez construit votre bâtiment, il y aura aussi un DPE qui sera, bon, on considère que c'était peut-être un peu superfétatoire, mais pourquoi ? Parce que le DPE est lié à chaque logement, et chaque logement est une individualité, si j'ose dire, qui peut être très différente dans un même immeuble. La personne qui est placée au milieu de l'immeuble, etc., qui est chauffée par ses voisins, etc., il aura... Bon, si c'est une grande surface, on considère qu'il y a moins de consommation d'eau chaude, d'eau sanitaire, etc. Donc, le DPE sera plus favorable. Donc voilà, il faut bien reconnaître que c'est quand même pas une source d'industrialisation, si j'ose dire. Surtout que, ça vous le connaissez, j'imagine que le gouvernement est en train d'y travailler. Il y a le problème des copropriétés, puisque évidemment, celui qui a un DPE convenable, il n'a aucun intérêt à faire des travaux, alors que celui qui a un DPE qui est en dessous, qui est FSG, il se retrouve avec une passoire thermique. Bon. Donc vraiment, il y a un sujet quand même sur le DPE. L'autre point, c'est que quand vous faites des travaux, vous n'avez pas de garantie sur le DPE. C'est quand même un sujet. Je parlais tout à l'heure des investisseurs. Donc vous investissez, vous avez quand même un retour sur investissement qui est quand même souvent très éloigné, mais en plus vous n'avez pas la garantie de changer de classe à l'issue des travaux. C'est quand même compliqué, quoi, je veux dire, parce qu'il faut... c'est pas une science exacte, manifestement. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait peut-être aussi sécuriser un peu plus les choses sur ce plan-là. Je ne sais pas comment, c'est peut-être une réflexion à avoir avec les techniciens qui travaillent là-dessus, mais il y a quand même régulièrement au sein de notre conseil des réserves et des questions sur le DPE. Enfin, sur le BBC, j'avais vu qu'il y avait je reviens là-dessus quand même, il y avait une question dans votre questionnaire, puisqu'on a donné un avis sur le BBC Rénovation. Effectivement, on a retiré l'interdiction du chauffage au gaz, enfin chauffage de chaufferie au gaz. Pour une raison très simple, donc je donne la réponse, parce que j'ai vu le questionnaire, c'est que c'était totalement superfétatoire. C'est-à-dire que la performance BBC Rénovation
implique que le gaz ne passe plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un débat sur le gaz. Et là, je veux aussi m'en faire écho, M. Repon l'a un peu dit, il y a quand même un vrai débat sur le gaz. Il y a eu un débat au moment de la RE 2020, beaucoup d'organisations au sein du CC2E souhaitaient qu'on puisse garder des systèmes dits hybrides, c'est-à-dire PAC, gaz. Pourquoi ? D'abord parce que la PAC, ce n'est pas la panacée non plus universelle. C'est-à-dire que la PAC, sur le plan technique, a aussi certaines limites, notamment évidemment quand il fait très froid. La PAC, par ailleurs, fait du bruit aussi. Il y a un problème d'insertion. Et à l'époque, je veux dire que l'État nous avait dit on interdit le gaz dans la construction, ce qui est le cas. La RE 20, en fait, à partir de 2025, l'interdit d'ores et déjà dans la maison individuelle et l'interdira à partir de 2025. Et on nous avait dit on réserve le gaz à la rénovation. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que le gaz est en train d'être sorti de la rénovation. Et quand même, avec une interrogation sur la mixité de l'énergie, sur la capacité de tout passer en électrique, la capacité énergétique, ça peut être une question, parce qu'il n'y a pas que le problème, il y a le problème évidemment du gaz à effet de serre, mais il y a aussi le problème de la sécurité énergétique et de la souveraineté énergétique. Bon, nous, on a... Bon, et par ailleurs, il y a aussi la possibilité, là, c'est ce que disent quand même aussi la filière gaz, c'est qu'il y a le développement du gaz propre. Bon, voilà. Donc l'exclure complètement, alors qu'on a en plus les réseaux, parce qu'on a les réseaux, etc. C'est se priver des réseaux. C'est-à-dire dans les villes, les réseaux de gaz, il existe. Bon. Donc est-ce que c'est bien raisonnable ? Enfin, je pose la question. Je sais que beaucoup d'organisations au sein du CC2E se sont interrogées là-dessus. Maintenant, ce que je crois comprendre aussi, c'est qu'au niveau européen, puisque vous avez parlé, évidemment, ça sera la grande... Maintenant que le socle réglementaire est posé, est-ce qu'il va devoir évoluer par rapport à ce qui va être décidé au niveau européen ? Au niveau européen, il y a manifestement une volonté d'interdire purement et simplement toutes les énergies carbonées, qu'elles soient gaz, etc., etc. Voilà. Mais à ce jour, il n'y a pas de solution technique dans un certain nombre de situations, et notamment en immeuble collectif, chauffage individuel. Il n'y a pas de solution technique. Donc toutes les raisons que vous avez évoquées sont exactes, mais on n'a pas de solution à proposer à un particulier si le gaz était interdit. Aujourd'hui, en plus, le choix qui est fait, c'est la PAC ou le réseau de chaleur. Alors, le réseau de chaleur, maintenant, il y a une obligation de raccordement qui a été décidée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous construisez qu'il y a un réseau de chaleur, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre le réseau de chaleur. Je trouve d'ailleurs ça plutôt positif. Mais il faut quand même savoir que les 3/4 des réseaux de chaleur aujourd'hui ne sont pas décarbonés. Donc il y a un effort considérable à faire sur la décarbonation des réseaux de chaleur. Bon, et d'ailleurs, je pense que c'est un choix qui va être aussi très encouragé au niveau européen. Il y a un autre point quand même qu'il faut avoir aussi en tête sur la PAC, c'est que c'est vraiment pas une technologie française. Ça vient de Chine, tout vient de Chine. Alors que dans le chauffage, notamment gaz, il y a une excellence française. Il y a des industriels, j'en connais quelques-uns, d'un côté vous les connaissez mieux que moi, qui sont très très bons, qui sont très performants. Bon, donc il faut le savoir aussi, il y a un enjeu industriel quand même. Ce que je voulais rajouter sur le gaz, c'est ce qu'on avait évoqué, c'est que ce qu'il faut, c'est atteindre un niveau B, mais je pense qu'il faut restreindre aucune technologie. On sait également qu'il y a des innovations qui peuvent être faites sur le biofuel ou sur le biogaz, donc sur du gaz vert. Et là, en fait, si on avait complètement interdit ce fer gaz, déjà, on n'a pas de remplacement, et en plus, on coupe les longs sur toutes les technologies souvent françaises et qui, à mon avis, font de gros progrès. Donc, encore une fois, c'est comme les matériaux, le bon produit au bon endroit et arrêter de faire des va-et-vient, c'est tout électrique, c'est tout. Donc, je pense que c'est important de ne pas couper les longs. L'objectif, c'est atteindre le niveau B et laissons les industriels et nous qui mettons en œuvre imaginatifs pour pouvoir le faire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot sur les C2E ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce dispositif, de son fonctionnement ? Comment est-ce qu'il pourrait évoluer ? Parce que là aussi, c'est quand même pas très, très simple, c'est assez complexe, on n'est pas sûr qu'il y ait un retour véritablement, ou en tout cas que ce soit incitatif. Est-ce que vous avez, je présume que vous avez plus qu'une opinion, un avis là-dessus ? Non, ce qu'on peut dire, c'est que les C2E sont environ, pour la rénovation énergétique, sont environ 2,5 milliards d'euros
environ comme MaPrimeRénov'. Donc, nous, ce que l'on voudrait avant tout, c'est que MaPrimeRénov', on a bien vu, il y a un enjeu d'aide au financement des ménages. Donc, il faudrait que MaPrimeRénov', pendant tous les ans, il faudrait qu'elle monte au moins d'1 milliard, si on va être au rendez-vous. Et concernant les C2E, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il faudrait vraiment qu'il y ait un dispositif commun entre MaPrimeRénov', les C2E, enfin, toutes les mesures qui existent, il faudrait quelque chose qu'on ait de complètement commun et complètement transparent également. Donc, je pense, voilà, c'est une corde supplémentaire à l'arc, mais il faut vraiment que ça soit fléché de la même manière et que tout ça soit mis en commun. Le président Repon a parlé tout à l'heure même d'audit commune, donc pourquoi pas, mais il faut arrêter qu'il y ait ces deux mondes avec des fonctionnements différents, voire des audits différents, des demandes de qualification différentes qui demeurent, et puis peut-être quelque chose aussi qui peut heurter certains de nos adhérents. On voit que selon les entreprises qui vont chercher des C2E, elles n'ont pas le même montant selon qui elles sont pour le même projet. Donc une vraie concurrence déloyale, etc. Donc je pense qu'il est important de remettre de la transparence et que ces deux dispositifs aillent dans le même sens. Éric, tu veux rajouter ? Oui, ce qui était pour nous intéressant dans les C2E, c'est quand il y avait des coups de pouce. Au-delà du montant c'était au moins un montant fixe, un montant qui était clair pour l'artisan, pour l'entrepreneur et pour son client. Le fait de la connaître des C2E avec des prix qui varient en permanence ne facilite vraiment pas les choses, d'autant plus que les règles changent en permanence. Pour nous, c'est vraiment très compliqué. On a vu sous l'isolation des combles, on a une chute très très forte du marché quand les fiches ont été modifiées, et on a vraiment des entreprises qui avaient investi là-dedans, qui se sont retrouvés très mal. Juste en complément, on partage évidemment cette analyse. C'est d'une complexité incroyable, sans cohérence avec le dispositif RGE. On a eu de cesse de rajouter des exigences. C'est piloté de manière totalement à part. Juste 2 petits exemples pour faire comprendre l'absurdité. Une entreprise qui est contrôlée dans le cadre des C2E. Le résultat du contrôle est bon. Son client n'est pas nécessairement payé et l'entreprise non plus. Parce que son petit camarade d'à côté a peut-être eu un problème sur son chantier et la manière dont on dépose les dossiers C2E fait que tout le paquet qui est déposé est bloqué. C'est impossible à expliquer à une entreprise que son chantier est bon, qu'il a été contrôlé et que pour autant il n'est pas payé parce que d'autres n'ont pas bien fait le boulot. Et deuxième exemple, toutes les adresses en France, il en reste encore un certain nombre qui n'ont pas de numéro de rue ou de route. On demande à l'entreprise de fournir un extrait cadastral de la parcelle pour pouvoir lutter contre la fraude. Là aussi, vous imaginez la complexité pour une entreprise de demander à un particulier de lui fournir son extrait cadastral, de le fournir dans son dossier, etc. Et c'est plein d'exemples de ce type qui avaient été bien mis et repérés par la DITP à l'époque. Et puis, on espère que dans le cadre du programme Oscar, ce rapport va enfin être suivi des faits, mais pour l'instant, on n'a pas. Donc ça bloque l'ensemble des initiatives, alors que la moitié de l'argent, ça a été dit, provient des certificats d'économie d'énergie et qu'on en a besoin pour dynamiser le marché. Je voulais revenir sur le programme Oscar, qui est un bon programme, mais encore une fois, on crée un programme pour accompagner et pour expliquer les textes qui sont compliqués. Donc, si on pouvait déjà d'abord simplifier les textes, ça éviterait d'investir des sommes folles pour aller expliquer les textes. Enfin, voilà, c'est une parenthèse, même si on se félicite du programme Oscar, mais si on pouvait simplifier avant de créer des choses pour aller expliquer, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que parmi nos collègues, il y aurait des questions? Non. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous auriez quelques questions en suspens? Non, enfin, vous l'avez déjà un peu répondu sur, notamment là, je m'adresse plutôt à la CAPEB. C'est vrai qu'on entend souvent justement la grosse problématique des lourdeurs administratives, quoi, en fait, et du temps passé pour des petites entreprises, parfois individuelles sur le temps administratif, et voilà, et pas sur le chantier, et pas sur la réalisation. Bon, vous l'avez dit à travers les C2E, mais comment dire, votre dispositif idéal, ça serait quoi en fait? Enfin, c'est-à-dire de se dire comment justement, à partir de mon moment, bah oui, il y a une aide publique, forcément, il faut bien du coup contrôler cette aide, donc forcément, ça nécessite quelques documents et quelques engagements, mais enfin voilà, est-ce que du coup, vous avez un petit peu un dispositif qui permettrait justement, par rapport à toutes ces lourdeurs, qui soit beaucoup plus simple en tout cas et plus facile à mettre en œuvre? Ça a été dit tout à l'heure par le président, c'est-à-dire il y a le dispositif RGE d'une part
qui doit être conservé pour les entreprises qui ont une certaine activité et qui donc vont avoir plus l'habitude de traiter les dossiers et autres, etc., de répondre à un certain nombre d'exigences administratives. Et pour les autres entreprises plutôt plus petites, 2-3 salariés qui font 2-3 chantiers, le contrôle type Consuel en fin de chantier. Consuel, c'est ultra simple, vous remplissez un CERFA, et puis après, vous êtes contrôlé ou pas suivant le nombre de chantiers que vous réalisez. Donc c'est, à notre sens, la bonne manière de répondre et d'englober le maximum d'entreprises. Celles qui en font un choix, elles vont aller vers le RGE parce qu'elles ont l'activité suffisante, et les autres, on les contrôle en fin de chantier, ce qui au passage est bien pour le pouvoir public parce que ça élimine la fraude dans ce secteur-là et ça lui donne une garantie que l'argent est bien investi sur des travaux de qualité. Ce que je voulais rajouter sur le RGE, pour moi, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est vraiment, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il faut vraiment des mesures concrètes pour lutter, parce que voilà, on entend beaucoup, on allume la télé, on parle, enfin là, c'est vraiment à charge en disant la plupart des travaux aidés sont mal faits. On a quand même 90%, vous avez vu dans les contrôles, hein, qui sont satisfaisants. Ensuite, il y a des zones à risque, etc., qui sont identifiées, qui sont améliorées. Voilà, mais globalement, c'est tout contre le travail illégal. Encore une fois, on parle de ce qui ne va pas, mais on parlait du marché qui doit être présent, mais ça met également le doute dans des personnes qui seraient prêtes à s'engager dans une rénovation énergétique, en disant mais qu'est-ce qui va m'arriver, comment je fais, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément crucial. Quand je vois qu'aujourd'hui, les organismes de qualification qui ont fait des audits, qui savent pertinemment que les entreprises ne sont pas dans les clous, alors enlève le RGE. Il faut savoir, je pense qu'elles vous l'ont dit, on a aujourd'hui des spécialistes sur la place, des avocats spécialisés, qui les obligent à les reprendre, en disant comment vous pouvez enlever une entreprise qui fait des milliers de chantiers avec simplement 5 contrôles. Donc elles sont obligées de les réintégrer et en plus, elles leur demandent des dommages et intérêts. Donc voilà, donc je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On renforce les critères de RGE, et là je vous rejoins, on renforce les critères, et ce n'est pas en renforçant les critères à destination des entreprises vertueuses qu'on lutte contre le travail illégal, parce qu'eux, de toute façon, ils ont toujours un coup d'avance et ils savent faire pour... Donc je pense que c'est vraiment un enjeu très très fort. On a fait des propositions, hein, avec on a dit des fichiers communs entre l'ANA, les C2E à Primonov, et encore une fois que ce sont des contrôles aléatoires, et qu'on sache que telle entreprise fait des centaines ou des milliers de travaux, et donc qu'il y en a un nombre d'audits suffisant pour aller vérifier ces chantiers. Voilà, je pense, j'assiste un petit peu sur cette... Et encore une fois, enregistré, je ne veux pas dire qu'il y en a beaucoup, mais vraiment, ça pollue. Ça pollue, parce que de notre côté, toutes ces boîtes vertueuses qui le font bien, on a l'impression qu'elles ne le sont pas. Deuxièmement, ça freine cet élan de rénovation énergétique, parce que je me mets à la place du particulier qui se dit, j'ai fait une rénovation énergétique, on a tous vu des photos où il y a des murs qui sont à peine qui sont commencés, qui ne sont pas finis, des produits qui ne sont pas appropriés, donc ça c'est important. Et puis je pense également qu'il faut qu'on soit assez sévère, qu'on sache exactement qui réalise les travaux. L'entreprise qui bénéficie des aides doit être RGE, pour moi c'est important. Et ensuite on doit savoir si elle sous-traite, on doit limiter le rang de sous-traitance, on doit savoir qui effectivement fait les travaux. J'insiste sur tout ce champ-là, mais je pense qu'on parlait d'argent public, on doit rendre des comptes, mais je pense qu'un des moyens de rendre des comptes, c'est vraiment de se mettre en ordre de marche pour lutter contre ces fraudes. De ce point de vue-là, on a le dispositif accompagnateur. Je pense que dans le dispositif, dans l'architecture, si j'ose dire, c'est un peu le tiers de confiance. Bon, donc il faut voir comment ce dispositif va se mettre en place. Il est tout nouveau. On a eu un long débat au sein du CSC2E, et je vais m'en faire écho ici parce que je pense qu'il est important. Évidemment, pour les artisans qui donnent aussi du conseil. Ce dispositif est parfois mal perçu, hein, disons clairement les choses, parce qu'eux-mêmes se disent bon, on pourrait aussi faire le travail. Bon, en tous les cas, et par ailleurs, les artisans, et je pense qu'ils ont raison, ne veulent pas non plus être, des sous-traitants au fond d'un accompagnateur qui déciderait pour eux. Bon, donc c'est quand même un sujet alors l'État l'a un peu traité en permettant à des opérateurs qui réalisent des travaux de créer des filiales pour être accompagnateurs. Nous avons introduit, mais c'est une disposition qui a été votée de manière très, très faiblement majoritaire au CSC2E. Nous avons introduit l'idée que dans cette hypothèse, un
un accompagnateur ne pourrait pas réaliser des travaux sur un chantier où sa maison mère serait opérateur. Voilà. Donc je le dis justement pour que ce dispositif garde cette capacité de tiers de confiance. Mais on voit bien quand même la difficulté, au passage quand même, c'est vrai aussi pour les diagnostiqueurs, hein. On voit bien la difficulté de créer le service public avec des opérateurs privés qu'on va rémunérer, mais pas énormément non plus, hein, soyons clairs. Un DPE, c'est 150 €. Hein, c'est à peu près ça, 150 €. Donc la plupart du temps, la personne ne se déplacera même pas. Elle va faire ça par téléphone, elle va renseigner. Si elle n'a pas les bonnes indications, elle va mettre des indications par défaut, qui vont tout de suite faire évidemment exploser le DPE. Quand vous voyez par ailleurs la conséquence que ça peut avoir pour le propriétaire qui ne peut plus louer son bien ou même plus le vendre, enfin bon, donc tout ça est quand même un peu exorbitant. Bon. Donc c'est des dispositifs qu'il faut renforcer, c'est-à-dire les diagnostiqueurs, les accompagnateurs. Si on veut que le système soit contrôlé, soit bien contrôlé, puissent les accompagnateurs pourraient très bien être ceux qui délivrent l'attestation à la sortie, par exemple. Donc il y a un travail à faire pour bien, comment dirais-je, compléter le dispositif et le rendre plus sécurisant. Eh bien, écoutez, si vous n'avez de votre côté rien d'autre à rajouter par rapport à des points que nous n'aurions pas directement évoqués, de toute façon, si, au vu du questionnaire qu'on vous avait fait passer, vous aviez des compléments à nous communiquer, n'hésitez pas à les faire remonter vers la commission. Et on vous remercie très sincèrement d'avoir participé à cette audition, à cette table ronde sur la construction qui était fort intéressante. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous. Merci.